Dans la ville animée de Lagos vivait une femme nommée Tolani. Elle était la meilleure organisatrice de mariage de l'État. Pourtant personne ne savait à quoi elle ressemblait. Le mystère autour de la marque Tani la rendait encore plus attirante comme un mets rare que toutes les futures mariées désiraient. Plus elle restait invisible, plus son influence grandissait. Tout le monde rêvait d'un mariage signé Tani, même sans jamais rencontrer la femme derrière la magie. Surnommée la maîtresse des plans, elle était réservée des mois voire des années à l'avance. Tel était le désir et la confiance qu'elle inspirait. Certains payèrent des fortunes pour obtenir une date avec elle. Pas de plainte, pas de négociation. Tout ce que les gens voulaient, c'était que Tolani organise leur mariage, et ils étaient prêts à tout pour cela. Tolani se démarquait des autres. Sa créativité était exceptionnelle, ses décorations à couper le souffle. Les prestataires qu'elle choisissait étaient les meilleurs. Tolani était le choix des célébrités. Pour beaucoup de futurs mariés, elle n'était pas seulement une organisatrice. Elle réalisait leurs rêves, rendant leur jour spécial parfait. Mais derrière tout ce glamour, Tolani cachait un secret sombre, quelque chose qui terrifiait tous les couples qui faisaient appel à elle. Tolani était une perfectionniste. Elle s'assurait que ses clients aient le mariage de leurs rêves. Mais elle avait une règle stricte. Ses clients n'avaient pas le choix, ils devaient accepter ses décisions. Elle ne rencontrait jamais ses clients en personne, ne leur parlait pas au téléphone et ne leur donnait aucun accès direct. Toutes les communications passaient par son représentant Monsieur Kola. Personne ne savait vraiment à quoi Tolani ressemblait, et ce mystère fascinait. Les gens ne se préoccupaient que d'une chose. Avoir un mariage signé Tani. Chaque événement qu'elle organisait devenait viral, et les couples profitèrent de la publicité que cela leur offrait. Un jour, une jeune femme nommée Cheta contacta le bureau de Tolani pour réserver ses services pour son mariage à venir. Cheta était une personnalité médiatique montante, intelligente, élégante et adorée du public. Ses fiançailles venèrent de faire les gros titres et ses fans spéculaient déjà sur son futur mariage. Bien sûr, elle voulait le meilleur, et pour elle, le meilleur c'était Tani, la célèbre organisatrice. Comme d'habitude, elle ne parla pas directement à Tolani. Un homme se présentant comme Monsieur Kola géra toutes les communications. Il était ferme, formel et très strict. Il lui envoya un contrat avec des instructions en rouge, précisant que Cheta n'avait pas le droit de parler à Tolani ou de la rencontrer. Toutes les décisions étaient définitives, car Tolani ne tolérait aucune interférence. Cheta hésita au début, mais ses amis la convainquirent que Tolani en valait la peine. À contre-cœur, elle signa le contrat, et la planification commença. Tout se déroula comme par magie. Cheta ne pouvait cacher son excitation. Les plans de décoration étaient parfaits, les photos d'échantillons éblouissantes. La liste des prestataires ressemblait à celle d'un magazine de luxe. Cheta et son fiancé Hugo étaient impressionnés. Cependant, l'idée de ne pas connaître l'organisatrice perturbait la mère de Cheta. « Ma fille, un mariage est un événement si spécial et délicat. Le confier à une femme que personne ne connaît ?» Elle ne comprenait pas pourquoi une femme aussi puissante que Tolani refusait de se montrer en public. « Ma fille, si quelqu'un cache son visage, c'est qu'il a honte, ou qu'il dissimule quelque chose de maléfique. » Cheta balaya ses inquiétudes, d'un rire sachant que sa mère était très spirituelle. Elle tenta de la rassurer. « Maman, c'est juste une question de marque. Tout le monde va vers le numérique aujourd'hui. Visage ou pas, cette femme sait ce qu'elle fait. Elle a prouvé qu'elle est capable de gérer mon mariage. » Mais sa mère ne pouvait se débarrasser de son malaise. Ses instincts, toujours justes, lui murmuraient un danger. Sans en parler à Cheta, elle décida de rendre visite à Tolani. Arrivée au bureau, elle rencontra Monsieur Kola, qui lui dit que Tolani n'acceptait pas de visite. La mère de Cheta insista, mais Monsieur Kola appela la sécurité, et elle fut expulsée comme une intruse. De retour chez elle, elle s'inquiéta. Et si mes instincts n'avaient des raisons? Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, Cheta entra excitée pour lui annoncer que son fiancé Hugo venait de lui offrir une voiture. Mais sa mère restait impassible. « Tu dois arrêter cette organisatrice. » Cheta fronça les sourcils. « Maman, tu te fais du souci pour rien. Tu vas te donner de l'hypertension. » Sa mère la supplia. « Je suis ta mère, je ne te tromperai pas. Cette Tolani, je ne lui fais pas confiance. Pourquoi personne ne l'a jamais vue? Ça ne te semble pas bizarre? » Cheta sourit pour la rassurer. « Maman, c'est dans ton imagination. Tous les couples dont elle a organisé le mariage sont encore ensemble et heureux. Aucun divorce. Détends-toi et profite avec moi, c'est tout ce que je veux. » Sa mère, les doigts serrant son pagne, fixa la fenêtre.
Ma fille, as-tu vérifié récemment ce qu'ils deviennent? Cheta répondit que Tolani avait organisé le mariage d'une collègue Tina 9 ans plus tôt. C'est elle qui m'a recommandé Tolani. Tina est toujours heureuse avec son mari, et ils ont 2 beaux enfants. Malgré cela, la mère de Cheta restait troublée. Cheta la rassura encore, et sa mère soupira se demandant si ses peurs étaient infondées. Elle se força à croire que tout irait bien. Le jour du mariage arriva, et tout fut parfait. Aucun détail ne manquait. La salle brillait comme dans un film. Des célébrités défilaient, sur le tapis rouge, et les influenceurs partagèrent des photos qualifiant le mariage de Cheta de mariage de la décennie. Les magazines et les réseaux sociaux en parlèrent pendant des jours. Cheta rayonnait aux côtés d'Hugo, tandis que le monde les admirait. Sa mère, voyant sa fille réaliser son rêve, sourit et pria en silence, espérant que ses craintes n'étaient que des pensées. Des mois passèrent, et rien d'étrange ne se produisit. Cheta vivait heureuse avec Hugo. Elle n'était pas encore enceinte, mais c'était un choix. Elle voulait attendre 1 an pour renforcer leur lien avant de concevoir. Sa mère, voyant leur bonheur, se détendit. Elle se reprocha d'avoir été si inquiète, mettant ses peurs sur le compte de l'anxiété naturelle d'une mère. Mais un jour, quelque chose d'étrange se produisit. Tina, la collègue de Cheta, et son mari furent retrouvés morts chez eux. Ils étaient décédés dans leur sommeil, sans signe de lutte, sans problème de santé. La nouvelle bouleversa Cheta, qui l'apprit à la radio en préparant le petit déjeuner. Son café lui échappa, la tasse se brisa sur le sol. Tina et son mari devaient célébrer leur 10e anniversaire de mariage ce jour-là. Cheta vérifia. C'était exact. Ils étaient mariés depuis exactement 10 ans et maintenant ils étaient morts. Tremblante, elle appela sa mère qui accourut. Ce n'est pas une coïncidence. Sa mère regretta de ne pas avoir insisté pour annuler Tolani. Cheta, obsédée, chercha tous les mariages organisés par Tolani. Beaucoup de couples étaient encore vivants et heureux, mais elle découvrit d'autres cas troublants. Un couple était mort noyé lors de leurs vacances pour leur 20e anniversaire. Un autre avait péri dans un incendie mystérieux, le soir de leur 10e anniversaire. Tous avaient un point commun. Ils étaient morts le jour de leur 10e anniversaire de mariage. Cheta, terrifiée, se tourna vers sa mère qui priait à genoux murmurant le psaume 91. « Maman, et si c'était vrai? Et si Tolani n'était pas juste une organisatrice ?» Sa mère répondit. « Tolani a fait quelque chose à vous tous. Elle n'a pas seulement pris votre argent, elle a pris quelque chose de vous. Si tu n'agis pas vite, quelque chose de terrible arrivera. » Cheta devint obsédée par la vérité. Hugo, son mari, pensait qu'elle exagérait. « Tu ne crois pas que c'est une coïncidence ?» demanda-t-il un soir, la trouvant plongée dans des articles et des forums vérifiant chaque couple lié à Tolani. « Une coïncidence ?» répéta Cheta frustrée. « J'ai trouvé 6 couples morts, exactement le jour de leur 10e anniversaire, sans maladie, sans avertissement. » Hugo soupira. « Bébé, je comprends, la mort de Tina a secoué tout le monde. Mais peut-être que tu fais des liens parce que tu as peur que ça nous arrive. » Cheta, les larmes aux yeux, lui montra le contrat de mariage. Lis les petites lignes sous la politique d'annulation. En gris pâle, presque illisible, il était écrit. En acceptant cet accord, vous et votre conjoint êtes garantis de 10 ans de bonheur conjugal. À la fin de ces 10 ans, le solde devra être payé en totalité. Pas d'appel, pas d'échappatoire. Hugo choqué murmura. Qu'est-ce que ça veut dire? Cheta tremblante répondit. On doit aller à la police. Au commissariat, un officier leur dit qu'ils n'étaient pas les premiers à suspecter Tolani, mais qu'il n'y avait aucune preuve concrète. Il regarda le contrat perplexe. Payez le solde, et tout ira bien. Cheta insista. Ce n'est pas une question d'argent. Le solde, c'est nos vies. Tous les couples dont elle a organisé le mariage meurent après 10 ans. L'officier ricana. Madame, vous savez combien de contrats bizarres les gens signent? Sans infraction évidente, je ne peux rien faire. Hugo furieux cria. Alors, on attend de mourir? L'officier soupira. Si vous voulez mon avis, allez voir une église. Ce que vous décrivez, on dirait du juju, et le juju, ça ne relève pas de la police. Déçus, ils rentrèrent chez eux. Cheta, désespérée, chercha des informations sur Tolani. Après des heures, elle trouva un article enfoui dans les résultats de recherche. Une femme mettait en garde contre l'organisatrice diabolique parlant des décès après 10 ans, et du fait que Tolani cachait son visage pour des raisons maléfiques. Les commentaires la traitèrent de menteuse, mais un commentaire anonyme posté 3 ans plus tard attira son attention. Si Tolani a organisé votre mariage, brûlez tout ce qu'elle vous a donné. Brûlez les souvenirs.
Elle marque les couples avec ses cadeaux, surtout le voile et la cravate. Si vous voulez savoir qui est Tolani, allez à la vieille maison sur Baker Street. Vous ne la manquerez pas. Cheta se souvint que M. Kola avait insisté pour offrir un voile et une cravate, un cadeau de Tolani. Sans réfléchir, elle avait accepté. Prise de panique, elle courut à sa chambre, ouvrit son armoire, et trouva le voile doux et parfumé, et la cravate d'Hugo. Elle les emporta derrière la maison, alluma un feu dans un bidon métallique, et y jeta le voile. Les flammes le dévorèrent. Puis elle brûla la cravate. Les flammes s'éteignirent rapidement. Cheta ressentit un calme étrange, incertaine si cela avait fonctionné, mais soulagée de s'être débarrassée des objets. Alors qu'elle rentrait, son téléphone sonna. Un numéro inconnu. Hésitante, elle décrocha. Allô? Silence, puis un chuchotement glaçant. 10 ans était le prix. Le contrat ne peut être annulé. Le feu ne vous sauvera pas. Le marché a été scellé quand vous les avez portés. Le compte à rebours a commencé. Un rire sinistre retentit, puis la communication coupa. Cheta, terrifiée, tenta de joindre Hugo, mais il ne répondit pas. Déterminée, elle prit ses clés et roula jusqu'à Baker Street. Arrivée devant la vieille maison mentionnée dans le commentaire, elle hésita. Alors qu'elle observait, elle vit quelque chose d'inattendu. Hugo sortit de la maison. Choquée, elle le regarda partir en voiture. Pourquoi était-il là? Connaissait-il Tolani? Était-il impliqué? Prenant son courage à 2 mains, elle descendit de voiture et frappa à la porte. Pas de réponse. Elle frappa plus fort et la porte s'ouvrit lentement. Une femme se tenait là, souriant. « Vous êtes là. » Elle invita Cheta à entrer. Cheta, voyant son téléphone sonner, c'était Hugo, ignora l'appel. « Êtes-vous Tolani ?» La femme répondit. « Il y a beaucoup à dire. » Elle la conduisit dans une pièce et s'assit face à elle. « Tolani n'est pas celle que vous pensez. C'est ma sœur jumelle Déborah. Nous sommes si identiques que me voir, c'est la voir. » Elle raconta l'histoire de Déborah. 15 ans plus tôt, à 20 ans, Déborah rêvait de devenir une grande organisatrice de mariage. Elle travailla dur, mais un contrat changea tout. Engagée pour organiser les mariages d'un groupe d'amis, elle fut invitée à une réunion urgente. Là, on lui offrit un verre. Elle s'effondra droguée. À son réveil, des machines bipaient autour d'elle. Elle avait perdu ses yeux, son visage était défiguré. Les médecins disaient qu'elle avait de la chance d'être en vie, mais Déborah se sentait maudite. Elle apprit que ses clients des ritualistes l'avaient utilisée pour un sacrifice de sang afin de s'enrichir. Avant de perdre conscience, elle les avait entendus dire qu'une fois riches, ils engageraient la meilleure organisatrice du pays. Déborah chercha ses bourreaux, mais leur nom était faux. Déterminée à devenir la meilleure, elle disparut 2 ans vivant comme un fantôme dans une maison abandonnée à Ibadan. Brisée et aveugle, elle fit un pacte avec des forces obscures. Devenir la meilleure organisatrice, mais chaque couple qu'elle servirait mourrait après 10 ans de mariage. Déborah cessa d'exister et Tolani naquit. Elle savait que des innocents souffriraient, mais elle voulait attirer ses bourreaux, certaine qu'ils viendraient à elle pour leur mariage. Cheta, pétrifiée, demanda « Pourquoi le voile et la cravate ?» La femme sourit amèrement. C'est ainsi qu'elle les marque. Ce ne sont pas des cadeaux mais des sceaux de mort. Une fois porté, le compte à rebours commence. Rien ne peut l'arrêter sauf une chose. Cheta, les yeux écarquillés, demanda « Quoi ?» La femme répondit « Trouvez ceux qui ont détruit ma sœur. Ils doivent demander pardon, sinon la malédiction continuera. » Elle ajouta qu'un des coupables avait un tatouage. Le nombre 1159. Cheta, sous le choc, murmura « 1159 ?» Son cœur s'arrêta. Ce nombre était tatoué sur le bras d'Hugo. Tremblante, elle remercia la femme et rentra chez elle. En entrant, elle vacilla, s'accrochant à la porte. 1159. Comment était-ce possible? Hugo était-il responsable? Hugo rentra peu après. Où étais-tu? Je t'ai appelé sans arrêt. Cheta, en pleurs, cria. Comment as-tu pu? Tu as ruiné sa vie. Et maintenant tant de gens sont morts. Et maintenant tant de gens sont morts à cause de toi. Elle lui raconta tout. Hugo, tremblant, fixa son tatouage. Après un long silence, il parla. Cheta, je n'ai rien fait, je le jure. Il expliqua qu'à l'université, son ami Bemi, un garçon audacieux, l'avait convaincu de se faire tatouer 1159 symboles, de vivre pleinement comme s'il ne restait qu'une minute. Jeune et naïf, Hugo avait accepté.
Des années plus tard, Bemi lui proposa un rituel d'élévation spirituelle pour devenir riche impliquant un sacrifice. Ugo refusa, rompant leur amitié. Il n'avait jamais enlevé le tatouage pensant que ça n'avait pas d'importance. Cheta tremblante demanda « Que faisais-tu à Baker Street ?» Ugo expliqua qu'il y avait déposé un sac trouvé sur la route contenant une carte d'identité avec cette adresse. Soulagé, Cheta s'effondra en pleurs heureuses qu'Ugo soit innocent. Mais ils devaient retrouver Bemi. Ugo savait vaguement où il vivait. Ils se rendirent chez Bemi qui les accueillit chaleureusement. Cheta l'accusa d'avoir détruit Deborah. Bemi, marié depuis 7 ans, avait aussi engagé Tolani pour son mariage. Ses amis, également clients de Tolani, étaient tous morts à leur 10e anniversaire. Terrifié, Bemi ignorait que Tolani était Deborah et qu'elle était derrière tout cela. Cheta lui dit qu'il lui restait peu de temps s'il ne faisait pas amende honorable. Bouleversé, Bemi accepta de rencontrer Tolani. Cheta l'emmena à la maison de Baker Street. La sœur de Tolani les fit entrer. Même aveugle, Tolani sentit la présence de Bemi. « Je ne savais pas que tu étais vivante, Deborah. J'étais idiot avide. Nous t'avons utilisé, menti, blessé pour une richesse éphémère. Mes amis sont morts, je n'ai plus de paix. Je ne pensais pas que tu irais si loin pour te venger. » À genoux, il la supplia. « Pardonne-moi. Prends ma vie si tu veux, mais épargne les innocents. » Tolani resta immobile. La pièce était silencieuse. Puis, à la surprise de tous, elle tendit la main et leva la malédiction. Elle avait passé des années consumée par la haine détruisant des innocents. Elle réalisa qu'elle était devenue pire que Bemi. En levant la malédiction, elle libéra tous les couples marqués. Bemi, incrédule, la remercia promettant de se racheter. Cheta et Ugo, soulagés, regardèrent la sœur de Tolani embrasser sa jumelle. Pour la première fois en des années, Tolani parla avec douceur, remerciant sa sœur de ne jamais avoir abandonné. Des larmes coulèrent sur le visage de sa sœur qui murmura « Je voulais juste retrouver ma sœur. » Cheta, reconnaissante, jura de ne plus jamais ignorer les avertissements de sa mère. Cette histoire enseigne qu'il ne faut jamais négliger ses instincts ou les conseils de ceux qui nous aiment. Se laisser aveugler par le glamour peut mener à des conséquences dangereuses, surtout si l'on ne creuse pas plus loin. La vengeance ne fait qu'engendrer plus de destruction, transformant les victimes en bourreaux. Elle rappelle aussi l'importance de lire les détails avant de prendre des décisions importantes. Enfin, la guérison commence par affronter la vérité et avoir le courage de dénoncer le mal, même s'il est bien caché.